Durant les périodes du Miocène et du Pliocène, qui s'étendent approximativement de 23 millions d'années à 2,6 millions d'années avant notre ère, la Terre a connu de profonds changements climatiques qui ont marqué l'évolution de la vie marine. Durant cette période, le climat global était nettement plus chaud que l'actuel, et la température moyenne de la planète dépassait parfois les valeurs actuelles de plusieurs degrés. Les calottes polaires, beaucoup moins étendues, ne retenaient pas autant d'eau sous forme de glace, ce qui provoqua une augmentation significative du niveau de la mer. Les estimations géologiques suggèrent que le niveau de la mer aurait pu être jusqu'à 50 mètres au-dessus des niveaux actuels dans certaines régions. En conséquence directe de cette élévation, de vastes zones côtières se sont formées, créant des environnements propices à la prolifération de grands prédateurs marins. Dans ce paysage aquatique prospère, le mégalodon, un redoutable requin dont la taille pouvait dépasser les 18 mètres de longueur, trouva un environnement idéal pour chasser, se reproduire et régner au sommet de la chaîne alimentaire. Durant le Miocène, la planète traversait une phase relativement chaude et humide, ce qui favorisa l'expansion des forêts tropicales sur les continents et le développement de riches prairies dans les régions tempérées. Les mers, quant à elles, regorgeaient de nutriments provenant des réseaux fluviaux terrestres et de la circulation océanique, facilitée par la configuration continentale. On estime qu'entre 15 et 20 millions d'années avant notre ère, le climat était suffisamment stable pour permettre l'épanouissement d'une grande diversité d'espèces marines. Les tortues marines géantes, présentes depuis des millions d'années, n'étaient qu'un exemple parmi la multitude de créatures qui évoluaient dans ces écosystèmes. Il existait également des lamantins primitifs, de grandes baleines à fanons et une importante variété de poissons aux tailles et aux formes extraordinairement variées. Cette faune abondante était due en partie à la chaleur ambiante qui faisait des eaux peuplées d'algues et de plancton la base de la pyramide alimentaire marine. Dans ce contexte, des requins de grande taille comme le mégalodon profitèrent de l'abondance des proies durant ces périodes. Cependant, la transition vers le Pliocène, qui s'étend entre 5,3 et 2,6 millions d'années avant notre ère, apporta certains changements. Le climat global, bien que toujours chaud, commença alors une légère tendance au refroidissement, en partie en raison des mouvements des plaques tectoniques et de la formation de différentes voies maritimes, comme l'apparition ou la fermeture de détroits. Par exemple, la configuration de l'isthme de Panama, qui commençait à se renforcer, modifia les courants entre les océans Pacifique et Atlantique. Malgré ces changements, les températures océaniques demeuraient suffisamment élevées pour abriter de grands animaux marins dans de nombreux bassins. Par conséquent, la majorité des côtes tropicales et subtropicales, et même certaines zones tempérées, restèrent largement favorables à la vie d'espèces marines puissantes et imposantes. Cet âge d'or des grands chasseurs marins se caractérisa par la forte productivité des eaux côtières, des chaînes alimentaires complexes et des écosystèmes prospères où la compétition pour la survie était féroce. Dans ces vastes environnements marins, l'étendue des côtes fut un facteur crucial. Le niveau de la mer, plus élevé qu'aujourd'hui, forma de grandes plateformes continentales peu profondes, offrant une incroyable variété de niches écologiques. Les prairies d'herbiers marins, les récifs coralliens sinueux et d'autres structures sous-marines fournirent refuge et nourriture à d'innombrables poissons et mammifères marins. Les pinnipèdes, un groupe qui inclut les phoques et les lions de mer, proliférèrent dans de nombreuses régions, profitant des eaux peu profondes pour chasser et se reposer sur des côtes facilement accessibles. De leur côté, certaines espèces, comme les baleines primitives et les dauphins ancestraux, évoluèrent dans ces environnements riches et se diversifièrent en exploitant d'importantes populations de poissons et de calmars. Tous ces animaux constituèrent la proie principale d'un prédateur aussi redoutable que le mégalodon, qui trouva ici une immense réserve pour soutenir son colossal métabolisme. De nombreux autres requins partagèrent l'habitat du mégalodon durant ces périodes. Certains, bien que de taille respectable, demeuraient nettement plus petits que ce colosse. Par exemple, il existait des ancêtres des requins marteaux ou des requins tigres capables de chasser une grande variété de proies, mais qui pouvaient rarement rivaliser avec le mégalodon pour les plus grands mammifères marins. Les interactions ne se limitèrent pas à la compétition intraspécifique entre requins.
Des prédateurs tels que les ancêtres primitifs des orques ou d'autres odontocètes robustes pouvaient également représenter des concurrents pour certaines proies. De plus, les pinnipèdes, souvent en groupe, savaient se défendre collectivement parmi les glaces saisonnières ou les rochers côtiers lorsque cela était possible. Cependant, ces animaux ne pouvaient évidemment pas égaler la puissance d'un mégalodon adulte en haute mer, où ce dernier régnait. Dans certains cas, le mégalodon dut faire face à diverses stratégies de survie, mais il ne perdit jamais sa position dominante dans la majorité des océans chauds et tempérés. Le rôle du mégalodon dans la régulation des populations marines ne doit pas être sous-estimé. Ceux qui le classent parmi les superprédateurs soulignent qu'il pouvait probablement influencer la distribution et la migration de ses proies en contraignant certaines espèces à éviter des zones de chasse excessivement dangereuses. Par un effet en cascade, la présence du mégalodon contribua à maintenir l'équilibre entre les différents composants de la chaîne alimentaire. En s'attaquant principalement à de grandes proies, il permit aux poissons plus petits de se développer en quantité suffisante pour satisfaire les besoins d'autres prédateurs intermédiaires. Dans ce réseau complexe, chaque poisson, chaque tortue et chaque espèce occupait une place spécifique. Les prédateurs secondaires, tels que certains requins de taille moyenne, contribuèrent à éviter la surpopulation des espèces de poissons. Le mégalodon, au sommet de cette pyramide, contrôlait les principaux herbivores marins, maintenant ainsi une dynamique dans laquelle la surpêche ou la raréfaction temporaire d'une espèce ne conduisait pas nécessairement à l'effondrement de l'écosystème. Bien sûr, ces processus résultaient d'interrelations complexes. Mais le mégalodon contribuait à ce que la balance ne penche pas excessivement d'un côté ou de l'autre, assurant une certaine stabilité à long terme jusqu'à l'apparition de changements majeurs par la suite. En ce qui concerne sa répartition géographique, les fossiles de dents et de vertèbres de mégalodon montrent qu'il était présent sur presque tous les continents. Les chercheurs ont découvert des preuves de sa présence en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie. L'Antarctique constitue une exception, puisqu'aucune découverte confirmée n'y a été enregistrée à ce jour. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette absence. Il est probable que l'eau y ait été trop froide la majeure partie de l'année pour qu'il s'y établisse, ou que toute présence éventuelle ait été perdue dans des couches géologiques aujourd'hui inaccessibles. Quoi qu'il en soit, le mégalodon était particulièrement adapté aux eaux tempérées et tropicales, recherchant des températures plus douces favorables à son métabolisme. Certaines études paléoclimatiques suggèrent que ce géant préférait des eaux comprises entre 12 et 27 degrés. Pour comprendre la puissance et la place qu'occupait le mégalodon dans les océans préhistoriques, il est essentiel de considérer ses dimensions exceptionnelles. Les estimations scientifiques les plus largement acceptées suggèrent que ce requin géant pouvait atteindre une longueur maximale d'environ 18 mètres, bien que certains paléontologues aient avancé l'hypothèse que certains individus se rapprochaient des 20 mètres. Toutefois, s'en tenir à une fourchette de 15 à 18 mètres demeure le plus réaliste selon la majorité des études. Une telle taille le plaçait bien au-dessus de la taille moyenne de la plupart des requins modernes, y compris le grand requin blanc, qui atteint souvent un maximum d'environ 5 à 6 mètres pour les individus les plus grands. En plus de sa longueur impressionnante, le mégalodon affichait un poids colossal. Les paléontologues estiment qu'un individu adulte pouvait peser entre 50 et 70 tonnes, ce qui dépasse de loin le poids des requins contemporains. À titre de comparaison, un grand requin blanc de 6 mètres atteint généralement un maximum d'environ 2 tonnes. La différence de poids, combinée à une taille imposante, suggère une puissance musculaire considérable et un appétit à la hauteur de ses besoins énergétiques. À titre de référence, le requin-baleine, le plus grand poisson vivant actuellement, mesure en moyenne entre 8 et 10 mètres, avec un record proche de 18 mètres, mais son régime planctonophage ne se compare pas à celui du mégalodon. Ce dernier était manifestement un prédateur capable d'attaquer des proies de taille considérable, telles que des baleines primitives ou de grands mammifères marins de son époque. L'estimation de la taille du mégalodon repose principalement sur l'étude de ses dents fossilisées et sur des modèles mathématiques. Les chercheurs s'appuient notamment sur la corrélation entre la taille de la mâchoire et celle du requin dans son ensemble. Comparer la longueur de la racine de la dent ou la hauteur de la couronne permet de fournir des plages plausibles.
Bien que les squelettes cartilagineux fossilisés soient rares en raison de la mauvaise conservation du cartilage, l'abondance de dents découvertes sur divers sites à travers le monde a permis l'élaboration d'une solide base statistique. L'une des caractéristiques les plus frappantes du mégalodon réside dans la forme et la puissance de sa mâchoire. Contrairement à de nombreux requins actuels, qui présentent déjà une capacité de morsure impressionnante, le mégalodon possédait probablement la force de morsure la plus redoutable de l'histoire des requins. Certaines études de modélisation estiment que sa morsure pouvait dépasser les 100 000 newtons, voire atteindre plus de 150 000 selon certains calculs. Pour mettre ces chiffres en perspective, un grand requin blanc moderne développe une force de morsure maximale d'environ 18 000 newtons, ce qui représente une différence colossale. Cette puissance incroyable se reflétait dans une mâchoire arquée équipée de plusieurs rangées de dents triangulaires. Les dents du mégalodon pouvaient mesurer jusqu'à 17 ou 18 cm de hauteur, avec des bords finement dentelés, parfaits pour trancher une chair épaisse. La forme triangulaire, combinée à une racine solide, garantissait une grande résistance à la pression lors de l'attaque de proies gigantesques. Chaque mâchoire contenait généralement plusieurs rangées fonctionnelles ainsi qu'une réserve de dents de remplacement à différents stades de développement, prêtes à prendre le relais en cas de perte. Les requins, y compris le mégalodon, renouvellent continuellement leurs dents tout au long de leur vie, un cycle essentiel pour compenser l'usure due aux morsures répétées dans les os et les carcasses. Des fossiles d'os de baleines portant de profondes marques de morsure ont été découverts, clairement attribuables à un requin géant capable d'arracher des morceaux substantiels de chair. Les dents fossilisées, disposées en arc, ont également permis de reconstituer la largeur probable de la mâchoire. Dans les musées, il n'est pas rare de voir des reconstitutions de mâchoires de mégalodons de plus de 3 mètres de large, permettant à un adulte de se tenir debout aisément à l'intérieur. Cette image captive souvent l'imagination et illustre la manière dont les proies de l'époque pouvaient être englouties ou gravement mutilées en une seule attaque. Bien qu'il soit facilement associé aux mers tropicales et tempérées, le mégalodon possédait probablement la capacité de chasser à différentes profondeurs. Sa taille gigantesque nécessitait une consommation d'énergie élevée. Par conséquent, il pouvait suivre les migrations des baleines ou d'autres grands mammifères marins, se déplaçant depuis des eaux relativement peu profondes où certaines espèces se reproduisaient occasionnellement, jusqu'à des zones plus profondes où la température de l'eau pouvait être plus froide. L'un des défis possibles résidait dans la flottabilité. Les requins modernes régulent leur position dans l'eau en combinant la fonction de leur foie, riche en squalène, et la portance générée par leur nageoire pectorale. Dans le cas du mégalodon, cette portance devait être optimisée pour supporter son poids gigantesque, ce qui exigeait une nage constante et un excellent contrôle de la direction afin d'éviter de s'enfoncer excessivement. La configuration anatomique des nageoires pectorales, destinée à offrir une portance suffisante, était probablement similaire à celle du grand requin blanc, mais à une échelle bien plus grande. Cette capacité à naviguer à différentes profondeurs aurait pu contribuer au succès de l'espèce, lui permettant d'explorer une large gamme d'habitats à la recherche de proies abondantes. Bien qu'un squelette cartilagineux soit une caractéristique commune à tous les requins, la taille du mégalodon et d'autres détails anatomiques spécifiques montrent des divergences marquées par rapport aux espèces actuelles. Par exemple, le museau ou rostre du mégalodon était probablement court et robuste, en se basant sur la structure du grand requin blanc lui-même, considéré comme un analogue lointain. On suppose également que ses yeux étaient proportionnellement grands, la vision jouant un rôle clé dans la détection des silhouettes et des mouvements sous l'eau. Une autre distinction notable concerne le développement des muscles rouges et blancs. Les requins appartenant à la famille des lamnidae, comme le requin blanc ou le mako, possèdent une proportion de muscles rouges près de la ligne médiane, ce qui leur permet de maintenir une température musculaire légèrement supérieure à celle de l'eau environnante grâce à une forme de régulation appelée endothermie régionale. Le mégalodon bénéficiait probablement du même avantage, lui permettant d'évoluer dans des eaux plus froides sans perdre trop d'efficacité musculaire et ainsi de suivre ses proies sur des aires plus étendues. Concernant la coloration du mégalodon, il est important de rappeler qu'en l'absence de tissu mou fossilisé,
toute reconstitution repose sur des hypothèses tirées de l'observation des requins actuels. Cependant, les stratégies de prédation et de camouflage observées chez de nombreuses espèces contemporaines permettent d'avancer une hypothèse plausible, le contre-éclairage ou contre-ombrage, impliquant un dos plus sombre et un ventre plus clair. Ce motif bicolore, très répandu chez les animaux marins, vise à réduire la visibilité de l'animal dans son environnement. Vu d'en haut, le dos sombre se confond avec la teinte généralement plus profonde et plus sombre de l'eau. Vu d'en bas, le ventre clair se fond avec la lumière de la surface. Pour un prédateur dont la méthode de chasse pouvait consister à approcher sa proie par en dessous, ce camouflage aurait été précieux pour surprendre d'autres grands poissons. Néanmoins, plusieurs variantes restent envisageables. Certains requins présentent des motifs plus contrastés, comme le requin-tigre avec ses rayures. On ignore si le mégalodon pouvait arborer des motifs similaires ou s'il présentait une teinte uniforme de gris ou de bleu. Compte tenu de sa taille, il n'avait peut-être pas besoin de motifs complexes. La puissance et la vitesse suffisaient à capturer la majorité de ses proies sans recourir à un camouflage excessivement sophistiqué. Toutefois, il est probable que l'évolution ait sélectionné une coloration offrant un avantage tactique minimal pour la chasse. Si le mégalodon a pu dominer les mers du Miocène jusqu'au Pliocène, ce fut aussi grâce à un subtil équilibre entre force brute et hydrodynamique. Avec un corps proche de 18 mètres, le coefficient de pénétration dans l'eau devait être optimal afin de maintenir une vitesse de croisière suffisante et de surprendre des mammifères marins incroyablement rapides. Les baleines primitives, malgré leur taille, ne manquèrent pas d'agilité, et de nombreuses espèces plus petites se déplaçaient en banc pour échapper aux prédateurs. Le mégalodon devait donc optimiser chacun de ses mouvements de nage afin de s'approcher silencieusement et de générer une accélération suffisamment brutale pour asséner une morsure mortelle. Il est parfois comparé à un sous-marin lanceur de torpilles en raison de sa masse considérable projetée vers l'avant. Cette caractéristique, combinée à des mâchoires capables d'exercer l'une des forces de morsure les plus élevées jamais enregistrées, esquissait le profil d'un super-prédateur n'ayant pratiquement rien à craindre de ses contemporains, hormis peut-être des groupes importants capables d'une défense collective. Les rares indices fossiles de combats violents, d'os fracturés et de multiples marques de dents suggèrent que le mégalodon se heurtait parfois à des proies difficiles, confirmant une fois encore l'importance stratégique de la puissance musculaire et de l'hydrodynamique dans son arsenal de chasse. L'un des éléments essentiels du régime alimentaire du mégalodon était constitué de mammifères marins. À son époque, abondaient des baleines de taille variée, des dauphins primitifs et des ancêtres des phoques, largement répandus dans les zones côtières. Les baleines de cette période pouvaient atteindre des dimensions considérables, avec des longueurs variant entre 5 et 15 mètres selon les espèces et les époques. Bien que certaines de ces baleines ne rivalisaient pas avec les baleines bleues actuelles, elles représentaient néanmoins une source substantielle de graisse et de protéines. Les phoques, quant à eux, étaient plus petits, mais se regroupaient en colonies massives près des côtes, offrant une source de nourriture régulière aux mégalodons lorsqu'ils chassaient en eau peu profonde. Les dauphins de l'époque, dont la taille variait considérablement, généralement entre 2 et 4 mètres, faisaient également partie intégrante de son régime alimentaire. Les scientifiques ont pu confirmer la forte prédation du mégalodon sur ces animaux grâce à 2 types de preuves. D'une part, de nombreuses marques de morsures découvertes sur des os fossilisés de baleines portent l'empreinte de dents immenses, incomparables à celles de la plupart des autres grands requins préhistoriques. D'autre part, la répartition même de ces marques de morsures, souvent localisées près des nageoires pectorales ou de la queue, indique une stratégie d'attaque précise visant à immobiliser rapidement la proie. Pour les mammifères marins, la mobilité est essentielle, et les zones proches des appendices natatoires ou de la colonne vertébrale demeurent des points critiques. Cette approche témoignerait d'une technique de chasse ciblée, confirmant que le mégalodon n'était pas un simple charognard. En plus de se nourrir de mammifères marins, le mégalodon attaquait une large gamme de grands poissons, tels que des thons, des espadons primitifs, de grandes raies et même d'autres requins de taille considérable. Les estimations actuelles fondées sur les restes fossiles suggèrent qu'il n'hésitait pas à s'en prendre à des proies rapides et puissantes, comme certains thons préhistoriques de plus de 2 mètres de long. Les raies,
dont certaines présentèrent des envergures impressionnantes atteignant plusieurs mètres, se concentraient souvent près du fond marin à la recherche de crustacés. Le mégalodon pouvait les surprendre en nageant à mi-profondeur grâce à l'un de ses principaux atouts, une musculature puissante lui permettant d'augmenter brutalement sa vitesse de nage sur de courtes distances. Quant aux autres requins, le mégalodon n'épargnait pas ses congénères. Ses proies incluaient des espèces de requins moins imposantes, probablement longues de 2 à 3 mètres, voire davantage selon les opportunités et la concurrence présente dans son habitat. Cette tendance à attaquer différents types de prédateurs démontre que le mégalodon occupait effectivement le sommet de la chaîne trophique. Aucun autre poisson cartilagineux ne rivalisait avec lui dans la position de superprédateur. Le mégalodon devait exploiter sa puissance et sa taille pour surprendre ses victimes. En effet, si une proie percevait la présence d'un géant de 15 à 18 mètres de long, elle fuyait immédiatement. Un tel requin ne pouvait pas se reposer uniquement sur sa vitesse de pointe, car sa taille l'empêchait de rivaliser avec des prédateurs plus petits et plus rapides sur de longues distances. Les paléontologues, s'appuyant sur des études de la musculature supposée des animaux évoluant dans les habitats côtiers de l'époque, suggèrent qu'ils privilégiaient souvent la technique de l'embuscade depuis des eaux plus profondes. Il demeurait probablement en dessous du champ de vision de sa cible, profitant de l'obscurité relative pour réduire les chances d'être détecté. Lorsque la distance avec la proie devenait suffisamment réduite, le mégalodon lançait une charge brutale en utilisant sa puissante musculature. Des observations menées sur certains grands requins modernes, comme le requin blanc, indiquent qu'une attaque depuis les profondeurs peut se produire très rapidement, atteignant souvent des vitesses supérieures à 30 ou 40 km/h sur une courte durée. Compte tenu de sa taille, le mégalodon ne pouvait sans doute pas maintenir de telles vitesses longtemps, mais son élan initial devait être suffisamment violent pour frapper la proie avant qu'elle n'ait le temps de manœuvrer. Cette tactique d'attaque fulgurante, associée à l'effet de surprise, demeure la meilleure hypothèse pour expliquer comment il dominait des mammifères marins agiles et rapides. Une fois le contact établi, le mégalodon disposait d'un avantage décisif, une force de morsure extraordinairement élevée. Certains chercheurs estiment qu'elle pouvait atteindre l'équivalent de plusieurs tonnes par centimètre carré, dépassant largement celle des grands requins actuels. Pour visualiser un tel chiffre, il suffit de rappeler qu'un requin blanc moderne, bien que redoutable, exerce une pression maximale estimée à environ 1,8 tonnes par centimètre carré. Dans le cas du mégalodon, des valeurs 2 à 3 fois supérieures sont parfois avancées, bien qu'il soit difficile de mesurer avec précision un paramètre qui ne se fossilise pas. Cette pression colossale s'expliquait par l'architecture robuste de la mâchoire, mais aussi par une musculature puissante associée à un crâne cartilagineux capable de s'étendre et de se rétracter. Une seule morsure suffisait souvent à infliger des lésions internes fatales à des proies de grande taille, qu'il s'agisse de petites baleines, de gros poissons ou d'autres requins. Dans de nombreux cas, une technique classique de prédation consistait à porter une attaque initiale sur la face ventrale ou la région dorsale afin de sectionner la moelle épinière ou d'empêcher toute fuite. La perte de sang qui s'ensuivait ou la paralysie soudaine assurait au mégalodon une proie sans réelle résistance. Bien qu'imposant, le mégalodon dépendait également de sens très aiguisés pour localiser et identifier ses proies. Chez les requins modernes, la vision joue un rôle crucial, en particulier dans des eaux claires ou à certaines distances. Même si nous ignorons les capacités visuelles exactes du mégalodon, il est raisonnable de penser qu'il bénéficiait d'une sensibilité comparable à celle de grands prédateurs tels que le requin blanc, doté d'une rétine adaptée au contraste dans divers environnements aquatiques. L'odorat, quant à lui, est essentiel chez les requins, capable de détecter des concentrations infimes de sang dans l'eau, parfois de l'ordre d'une fraction de partie par million. Un mégalodon, à la recherche de proies potentiellement blessées ou de carcasses, pouvait utiliser ce sens pour parcourir de longues distances en suivant la plus légère trace d'hémoglobine. Les canaux sensoriels latéraux le long de son corps, similaires à ceux des requins actuels, l'aidaient également à percevoir les vibrations et les mouvements des animaux nageant à proximité. Ainsi, malgré sa taille gigantesque, de nombreux indices soutiennent l'idée qu'il ne s'agissait pas simplement d'un colosse aveugle se jetant sur sa proie, mais bien d'un prédateur hautement spécialisé, pleinement capable d'exploiter tout un arsenal sensoriel. L'une des principales questions concernant le mégalodon
porte sur la possibilité d'un comportement de chasse coopératif. Certains paléontologues et spécialistes des requins ont avancé l'hypothèse que, ponctuellement, plusieurs individus pouvaient unir leurs efforts pour attaquer de grandes baleines ou encercler des groupes de dauphins. Cette idée repose sur des analogies avec certains mammifères marins, comme les orques qui chassent en groupe, ou sur l'hypothèse que certains requins tolèrent la présence de congénères lorsque les ressources alimentaires sont abondantes. Les fossiles ne fournissent toutefois aucune preuve directe d'un tel comportement, car il est extrêmement difficile de documenter la chasse coopérative dans le registre géologique. Néanmoins, certains chercheurs suggèrent que des gisements où plusieurs dents de mégalodons ont été retrouvées associées à des restes de baleines pourraient indiquer un festin collectif. Cependant, il est important de rester prudent, car la présence de multiples dents peut indiquer l'arrivée successive de différents individus attirés par le même cadavre. Dans la nature, il n'est pas rare que plusieurs requins se nourrissent d'une proie convoitée sans nécessairement avoir coopéré activement pour la capturer. Les avis restent donc partagés. Certains pensent que le mégalodon aurait agi seul la majeure partie du temps, mais qu'en présence de proies particulièrement grandes ou dans des régions où la nourriture était exceptionnellement abondante, un regroupement temporaire d'individus aurait pu se produire. D'autres estiment que le comportement agressif et territorial contredirait cette hypothèse, supposant que ces requins auraient évité la compétition directe en dehors des périodes de reproduction. Pour éclairer davantage ce débat, il est intéressant d'observer le grand requin blanc moderne. Ce requin vit principalement en solitaire, mais peut occasionnellement tolérer la présence d'autres individus lorsque la nourriture est particulièrement abondante, comme autour de cadavres de baleines à la dérive. Certaines études comportementales soulignent l'existence d'une hiérarchie établie entre les requins présents. La taille et le moment d'arrivée sur le site d'alimentation déterminent souvent la priorité d'accès à la nourriture. Dans de rares cas, des observations ont été rapportées et pourraient être interprétées comme une forme de collaboration, bien que la majorité des scientifiques penchent pour une cohabitation opportuniste sans réelle organisation. Si le mégalodon partageait certains de ses traits comportementaux, on pourrait supposer qu'il chassait principalement en solitaire pour éviter la concurrence compte tenu de l'ampleur de ses besoins alimentaires. De plus, la présence simultanée de plusieurs adultes gigantesques près de la même proie aurait pu provoquer des conflits violents en raison du stress induit par la rareté de certaines proies importantes. Cependant, certains paléontologues imaginent que dans des zones à forte abondance de poissons ou dans les couloirs migratoires de baleines, des groupes temporaires de mégalodons pourraient bénéficier d'une action quasi concertée. L'un pourrait initier l'attaque pour blesser la baleine, tandis que d'autres patrouilleraient aux alentours pour empêcher l'échappée de la baleine épuisée. Cette stratégie reste spéculative, mais illustre la complexité potentielle du comportement de ce prédateur extraordinaire. Les scientifiques ont longtemps débattu de la manière dont les mégalodons donnaient naissance à leurs petits. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus acceptée est la viviparité, un mode de reproduction relativement courant chez les grands requins modernes. Dans ce scénario, les femelles mégalodons portaient leurs embryons à l'intérieur de leur corps, offrant aux petits un environnement stable, une protection contre les prédateurs potentiels et un apport nutritionnel continu. Cette forme de reproduction se distingue de l'oviparité, où les œufs sont pondus à l'extérieur, et de l'ovoviviparité, où les œufs se développent dans l'utérus, mais les embryons se nourrissent uniquement des réserves contenues dans l'œuf. Dans le cas des vivipares, il peut même y avoir des échanges nutritionnels plus élaborés entre la mère et ses embryons, offrant un meilleur taux de survie aux nouveau-nés, souvent plus grands et plus robustes. On estime qu'à la naissance, les jeunes mégalodons mesuraient entre 2 et 3 mètres de long. Ce chiffre peut sembler extraordinaire, mais il convient de noter qu'il s'agissait d'un requin pouvant atteindre 15 à 18 mètres à l'âge adulte, avec des masses corporelles comprises entre 50 et 70 tonnes. En comparaison, les grands requins blancs nouveau-nés, dont la taille adulte peut atteindre environ 6 mètres, mesurent déjà entre 1 et 1,50 m à la naissance. Cette échelle donne une bonne idée de la taille que pouvaient atteindre les nouveau-nés mégalodons, leur offrant un avantage significatif sur de nombreux prédateurs concurrents de l'époque. La vitesse de croissance du mégalodon est l'une des questions les plus intrigantes pour les chercheurs.
Des analyses peu fréquentes basées sur les traces de croissance, souvent déduites de la présence de stries sur des vertèbres fossiles, suggèrent un taux de croissance estimé à 16 à 20 cm par an. Pourquoi ce chiffre est-il potentiellement crédible? En étudiant les requins modernes, on observe que certaines espèces de grande taille présentent des taux de croissance d'environ 20 cm par an durant leurs premières années, avant que leur rythme de croissance ne diminue progressivement. Pour un prédateur gigantesque comme le mégalodon, une croissance rapide présentait plusieurs avantages. Il pouvait échapper plus facilement à la plupart des dangers, se positionner rapidement dans la chaîne trophique comme chasseur dominant et, par conséquent, assurer sa propre survie. Cependant, cette croissance n'était pas linéaire. Comme de nombreux poissons et requins, le mégalodon a probablement traversé des phases de croissance accélérée associées à des périodes d'abondance alimentaire ou à des changements métaboliques liés au développement hormonal. Il est également possible que le taux de croissance ait ralenti à l'approche de l'âge adulte, lorsque l'énergie était davantage consacrée à la reproduction qu'à l'augmentation de taille. Déterminer la maturité sexuelle du mégalodon représente un défi. Les fossiles fournissent généralement seulement des dentitions partielles, parfois des fragments de vertèbres, mais rarement des indices directs sur l'âge exact de reproduction. Cependant, il existe un consensus autour d'une plage d'environ 10 à 15 ans pour que ce requin géant atteigne sa maturité sexuelle. Pourquoi ce processus est-il si long? Tout d'abord, la taille joue un rôle central. Chez de nombreuses espèces de requins, y compris le grand requin blanc et le requin pèlerin, les individus atteignent la maturité en grande partie lorsqu'ils ont atteint leur taille critique. Pour un mégalodon dont la longueur maximale adulte est estimée entre 15 et 18 mètres, ce jalon nécessita d'importantes ressources énergétiques et une longue période de croissance. Le rôle de la taille dans la compétition reproductive est crucial. Chez certains requins modernes, mâles et femelles peuvent coopérer dans certains environnements, mais ils entrent parfois en concurrence féroce pour s'accoupler. On suppose que, dans le cas du mégalodon, la grande taille ne servait pas seulement d'élément d'intimidation face aux congénères, mais lui permettait également de dominer plus facilement les zones de reproduction. Un mâle plus grand aurait pu avoir davantage d'occasions de s'accoupler, ainsi qu'une plus grande capacité à défendre ses potentiels partenaires contre ses rivaux. Du point de vue d'une femelle, la compétition pour les meilleurs partenaires était probablement aussi importante que la transmission des gènes les plus robustes, assurant la survie des générations futures. Dans ce contexte, disposer d'une grande taille à la maturité sexuelle, et donc d'un corps robuste et efficace, représentait un avantage sélectif important. Compte tenu de sa taille, il est probable que les mégalodons suivaient une route migratoire spécifique pour la reproduction, choisissant des zones riches en nourriture et relativement sûres pour leurs petits. Les requins modernes adoptent souvent des nurseries, sortes de zones protégées destinées à mettre leurs petits à l'abri des dangers environnementaux. En raison de leur taille imposante, les mégalodons avaient moins à craindre de la chasse, mais pouvaient néanmoins rechercher des lieux stratégiques pour éviter la concurrence et permettre à leurs petits de profiter de l'abondance des proies. Bien que ces comportements restent théoriques, ils se basent sur l'observation d'autres grandes espèces de requins actuels qui adoptent des stratégies similaires pour maximiser les chances de survie de leur progéniture. Après avoir franchi les étapes de la naissance, de la croissance rapide des premières années et de la maturité sexuelle, se pose la question de l'espérance de vie du mégalodon. Les estimations les plus rigoureuses suggèrent une moyenne de 30 à 40 ans. Pour parvenir à ce chiffre, les scientifiques se sont appuyés sur plusieurs approches. D'une part, l'étude des anneaux de croissance dans les vertèbres permet de proposer un âge approximatif pour certains spécimens fossilisés. D'autre part, la comparaison avec les stratégies de vie et la longévité des grands requins modernes fournit des indices précieux. Par exemple, le requin du Groenland, bien qu'évoluant dans des conditions très différentes, peut dépasser 200 ans, tandis que d'autres espèces de requins de taille moyenne ne vivent pas plus de 20 ans. Le mégalodon, pour sa part, se situerait dans une zone intermédiaire, cohérente pour un superprédateur au métabolisme élevé, au mode de vie actif et à la nécessité constante de proies pour survivre. Cependant, plusieurs facteurs pouvaient influencer l'espérance de vie de chaque individu. Tout d'abord, les blessures.
Les combats entre mâles mégalodons ou entre mégalodons et d'autres grands prédateurs marins pouvaient provoquer des traumatismes graves. Malgré sa puissante musculature et ses mâchoires formidables, un mégalodon pouvait être blessé lors de confrontations pour la nourriture ou l'accès aux partenaires. Des morsures profondes ou des fractures de mâchoire pouvaient compromettre sa capacité à chasser efficacement et réduire significativement son espérance de vie. Ensuite, la rareté de la nourriture constituait un facteur déterminant. Un individu adulte de 15 à 18 mètres nécessitait probablement d'énormes quantités de chair pour maintenir son métabolisme et continuer à nager à une vitesse suffisante pour traquer ses proies. Si, pour des raisons environnementales, climatiques ou migratoires, les populations de proies, baleines primitives, gros poissons, etc., diminuaient dans une région, le mégalodon pouvait être contraint de parcourir de grandes distances pour trouver une autre faune marine. Dans de telles circonstances, l'équilibre entre dépenses énergétiques et apports caloriques était crucial. Plus les trajets étaient longs, plus le risque d'épuisement ou de compétition intense avec d'autres superprédateurs était élevé, générant un stress physiologique pouvant réduire l'espérance de vie. Un autre aspect souvent négligé est la problématique des parasites et des maladies. Les requins actuels sont parfois infestés par divers parasites, externes ou internes, pouvant affecter leur fonctionnement. Dans l'océan préhistorique, le mégalodon n'était pas exempt de ce type de menace. Les parasites marins, certains virus ou infections bactériennes pouvaient affaiblir l'organisme, réduisant sa capacité à chasser ou à se défendre. De plus, un individu affaibli avait plus de chances de mourir suite à une blessure légère ou de ne pas trouver suffisamment de nourriture pour récupérer son énergie. Malgré tous ces dangers, un mégalodon parvenant à atteindre l'âge adulte et à trouver suffisamment de nourriture pouvait espérer survivre 3 à 4 décennies. Cette espérance de vie relativement longue, combinée à une maturité sexuelle tardive, impliquait que l'espèce devait maintenir un taux de reproduction suffisant pour compenser la mortalité infantile et juvénile. Dans le meilleur des cas, chaque femelle pouvait donner naissance à plusieurs petits au cours de ces années fertiles, assurant ainsi le renouvellement de la population. Cependant, ces paramètres du cycle vital rendaient également l'espèce écologiquement exigeante. Un superprédateur comme celui-ci nécessitait de vastes territoires de chasse et un approvisionnement alimentaire quasi continu. Pour comprendre les origines évolutives du mégalodon, il faut d'abord rappeler que les requins sont des animaux cartilagineux dont les fossiles complets sont assez rares. Cependant, leurs dents minéralisées se conservent beaucoup plus fréquemment dans les sédiments, constituant une source d'informations précieuses. Les paléontologues s'appuient donc sur l'étude de ces dents pour reconstruire les principales étapes de l'émergence des requins géants et établir les liens entre différentes espèces éteintes. Selon diverses hypothèses, le mégalodon appartient à un groupe de requins connus pour leurs grandes dents. Ces requins existaient déjà sous des formes plus anciennes après la crise d'extinction massive du Crétacé il y a environ 66 millions d'années. Pendant l'Éocène et l'Oligocène, d'autres requins se sont distingués, laissant également des dents spectaculaires, ce qui indique l'existence d'une lignée d'animaux qui allait devenir de plus en plus grande. Pour retracer cette lignée, 2 noms sont souvent mentionnés, Otodus et Carcharocles. Otodus est un genre primitif ayant vécu principalement durant l'Éocène entre environ 56 et 34 millions d'années. Il possédait déjà de grandes dents acérées, mais de forme plus simple, avec peu ou pas de dentelure. Progressivement, les paléontologues ont observé l'apparition d'espèces présentant des modifications dentaires. Les dentelures secondaires devinrent visibles et la forme générale se fit plus triangulaire et large. C'est dans ce contexte que le genre Carcharocle apparut, avec lequel le mégalodon fut longtemps associé sous le nom de Carcharocle mégalodon. Cependant, certains chercheurs préfèrent désigner l'espèce comme Otodus mégalodon, arguant qu'elle fait partie d'une même lignée qui s'étend sur une longue période et se manifeste par une transition progressive dans la forme des dents. Sur des millions d'années, une tendance est observable. La mâchoire s'agrandit, les couronnes dentaires s'élargissent, les dentitions se renforcent, et tout indique un régime incluant de grosses proies, comme les cyclidés primitifs ou d'importantes variétés de poissons. Cette caractéristique évolutive reflète une adaptation continue à des environnements ouverts et à des sources alimentaires abondantes,
typique des époques où le climat de la Terre était plus tempéré et le niveau de la mer plus élevé, favorisant le développement de vastes écosystèmes marins. Les dents constituent la meilleure preuve tangible utilisée par les scientifiques pour suivre la trajectoire évolutive de ces requins. De nombreux fossiles de transition présentent des caractéristiques intermédiaires. En remontant dans l'échelle chronologique, on trouve davantage de fossiles montrant une dentition adaptée pour déchirer la chair épaisse, notamment celle des mammifères marins. Les spécimens découverts à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie, tendent à démontrer que ce changement anatomique n'était pas le résultat d'une mutation locale isolée, mais une évolution à grande échelle en réponse aux pressions environnementales et à la disponibilité de proies considérables. Ce mosaïque de fossiles confirme que l'augmentation de taille et la spécialisation de la dentition furent des processus graduels s'étendant sur plusieurs millions d'années et donnant finalement naissance à l'une des créatures les plus redoutables que les océans aient jamais connues. Un autre point clé pour comprendre l'évolution du mégalodon concerne l'augmentation de la taille corporelle. Les requins primitifs de la lignée Otodus mesuraient déjà plusieurs mètres, dépassant fréquemment 3 à 4 mètres de longueur, ce qui en faisait des prédateurs remarquables pour leur époque. Cependant, les fossiles de Carcharocles auriculatus, Carcharocles angustidens et Carcharocles schubutensis montrent une tendance claire à l'agrandissement, tant au niveau de la dentition que du reste du squelette cartilagineux. Les estimations scientifiques suggèrent que dès l'époque de Carcharocles schubutensis, on pouvait déjà observer des individus dépassant les 10 mètres de longueur. Par la suite, le mégalodon, souvent considéré comme l'aboutissement ultime de cette lignée, atteignit des dimensions colossales. On tend souvent à comparer le mégalodon au grand requin blanc, Carcharodon carcharias, en raison de leurs similitudes apparentes, notamment la couleur supposée, la forme générale du corps et la puissante dentition. Cependant, de nombreuses controverses entourent la classification exacte du mégalodon. Pendant longtemps, il fut inclus dans le même genre que le grand requin blanc, c'est-à-dire Carcharodon, d'où l'ancien nom de Carcharodon mégalodon. On croyait que ces deux superprédateurs appartenaient à la même lignée directe. Néanmoins, des recherches plus récentes, centrées notamment sur la structure fine des dents, leur dentelure et la manière dont la racine dentaire s'implante dans la mâchoire, tendent à montrer qu'il existe un fossé évolutif important entre le requin blanc moderne et le mégalodon. Les dents du requin blanc, bien que dentelées, diffèrent par la finesse de leurs bords et ne présentent pas les mêmes proportions de largeur et de longueur que celles du mégalodon. Il se pourrait donc que le requin blanc appartienne à une lignée distincte, plus proche d'autres requins macroprédateurs, tandis que le mégalodon pourrait faire partie d'un arbre généalogique différent, celui des Otodus. Cette controverse n'est pas seulement une question de terminologie. Elle affecte notre compréhension globale de la dynamique évolutive au sein du groupe des lamniformes, un ordre de requins fusiformes incluant, entre autres, le requin mako, le requin blanc et le mégalodon. Les débats scientifiques ont parfois été intenses et se résument à deux positions principales. D'une part, certains experts estiment que la ressemblance frappante, souvent qualifiée de convergence évolutive, n'implique pas nécessairement une parenté directe. D'autre part, certains insistent sur les similitudes marquées dans la forme des dents et dans certains aspects possibles de la morphologie crânienne pour regrouper les deux espèces au sein d'un groupe plus proche dans l'arbre évolutif. Malheureusement, l'absence d'un squelette fossile complet, combiné à la nature cartilagineuse des squelettes de requins, limite considérablement la possibilité de réaliser des analyses plus poussées. Contrairement aux os des animaux à squelette osseux, le cartilage de requin ne se fossilise que dans des cas très exceptionnels. Essentiellement, nous n'avons accès qu'à des empreintes, des fragments minéralisés ou des restes partiels de mâchoire. Mais trouver de l'ADN dans ces matériaux fossiles est impensable, car cet acide nucléique se conserve de façon extrêmement limitée. Les molécules organiques se dégradent rapidement avec le temps et, à ce jour, les paléontologues ne peuvent pas extraire d'ADN utilisable d'un requin âgé de quelques millions d'années. Par conséquent, le débat important sur la véritable parenté du mégalodon restera ouvert jusqu'à la découverte de spécimens fossiles exceptionnellement conservés dans des conditions sans précédent ou jusqu'à l'émergence de techniques révolutionnaires. À ce stade, nos connaissances reposent sur l'examen comparatif de dents fossiles,
et beaucoup plus rarement de fragments vertébraux qui pourraient s'être partiellement minéralisés. Bien avant que la science moderne ne reconnaisse l'existence du mégalodon, des dents fossiles gigantesques étaient déjà collectées par des passionnés ou de simples habitants côtiers. Dans l'Europe médiévale, il n'existait pas d'explication naturaliste solide pour comprendre leur origine. L'imagination prenait le pas et ces grandes dents étaient parfois appelées langues de dragon ou même langues de pierre. Elles étaient considérées comme des reliques extraordinaires, parfois dotées de pouvoirs magiques ou thérapeutiques présumés. Princes et clercs les conservaient comme curiosités, et parfois elles étaient polies ou serties en bijoux. Ce n'est qu'au cours de la Renaissance, avec l'apparition des premières études géologiques et paléontologiques, qu'on comprit qu'il s'agissait de dents fossiles de requins. À partir du XVIIe siècle, des érudits tels que Nicolas Steno montrèrent un grand intérêt pour ces fossiles et publièrent des travaux pionniers sur la nature de ces restes. Ce fut un tournant dans la compréhension de l'histoire de la vie, car l'existence d'êtres éteints remettait en question de nombreuses idées préconçues sur l'indétermination des espèces. Les mécanismes ayant conduit à l'extinction du mégalodon restent l'un des grands mystères de la paléontologie marine. Pour contextualiser le mégalodon, il est important de savoir que cette espèce a évolué dans des eaux nettement plus chaudes et relativement stables durant le Miocène, il y a environ 23 à 5,3 millions d'années. Pendant cette période, notre planète a connu un climat généralement plus tempéré que l'actuel, favorisé par des courants océaniques particuliers et un niveau de dioxyde de carbone plus élevé qu'aujourd'hui. Progressivement, vers la fin du Miocène et le début du Pliocène, il y a environ 5 millions d'années, la Terre entra dans un cycle de refroidissement plus marqué. En tant que requin thermophile, c'est-à-dire préférant les températures chaudes, le mégalodon fut confronté à une diminution progressive des zones marines favorables. Ce refroidissement ne fut pas abrupt d'un point de vue humain, puisqu'il dura des centaines de milliers d'années. Cependant, à l'échelle géologique, il fut suffisant pour modifier profondément les écosystèmes océaniques. Les calottes polaires commencèrent à s'étendre, les courants océaniques changèrent de trajectoire et la température moyenne des océans diminua de plusieurs degrés. Il est complexe de déterminer avec précision la température exacte de l'eau dans les régions fréquentées par le mégalodon, faute de thermomètres fossiles. Cependant, les analyses de sédiments et de micro-organismes indiquent clairement un refroidissement global compris entre 2 et 4 degrés selon la région. Pour un animal dont la zone de confort thermique était estimée entre 12 et 27 degrés, cette baisse pouvait réduire significativement son aire de répartition. À mesure que la planète se refroidissait, les mers chaudes devenaient plus rares et certaines routes migratoires de proies essentielles pouvaient être perturbées. Les baleines, par exemple, que de nombreux scientifiques considèrent comme l'une des principales sources d'alimentation du mégalodon, commencèrent à adapter leurs déplacements aux nouveaux équilibres climatiques, migrant vers des eaux plus froides, potentiellement mieux oxygénées et offrant d'autres avantages, comme la présence abondante de krill ou de petits poissons. Par conséquent, il devenait plus complexe pour le mégalodon de suivre ses proies sur de longues distances, sa physiologie restant fortement dépendante d'eau marine relativement chaude. Le refroidissement climatique ne fut pas le seul changement majeur marquant la fin du Miocène et le début du Pliocène. Parallèlement, des modifications géologiques importantes se produisirent, notamment l'élévation progressive de l'isthme de Panama. Cet événement fut crucial avant la formation complète de cette bande de terre reliant l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Les eaux de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique communiquaient largement au niveau tropical. Cette zone de passage, encore ouverte il y a environ 10 millions d'années, commença à se fermer, devenant presque imperméable il y a environ 3 millions d'années, créant ainsi un obstacle majeur pour les espèces marines. La conséquence immédiate de l'élévation de ces terres fut la redirection des courants océaniques. L'Atlantique se retrouva isolé du Pacifique, régulant différemment la salinité et la température dans chacune de ces deux bassins principaux. Les organismes marins, auparavant libres de migrer d'un océan à l'autre, se virent bloqués ou considérablement restreints. Pour un superprédateur comme le mégalodon, habitué à d'immenses zones de chasse, la réduction de ces passages maritimes entraîna une perturbation dans la répartition de certaines populations de proies. Par exemple, les flux de bancs de poissons pélagiques furent modifiés.
Les mammifères marins changèrent leur route migratoire et les habitats marins subirent des changements de salinité susceptibles d'influencer la répartition des espèces à grande échelle. Au fur et à mesure que l'isthme de Panama se refermait progressivement, la géographie mondiale redessina les côtes, élargit ou réduisit certaines mers intérieures et transforma la circulation océanique. Alors que les eaux chaudes, auparavant étendues, se concentrèrent dans des espaces plus restreints, le mégalodon fut contraint de se concentrer dans moins de territoires adaptés à sa physiologie. Les archives fossiles indiquent, en effet, que ce requin géant préférait chasser dans des zones marines à température relativement élevée, particulièrement dans des zones semi-côtières riches en mammifères marins. La réduction de l'habitat adapté aurait pu provoquer plusieurs difficultés significatives. Tout d'abord, la compétition intraspécifique, c'est-à-dire entre les propres mégalodons, aurait pu augmenter dans ces zones plus étroites et surpeuplées. Ensuite, la compétition avec d'autres grands prédateurs, tels que certains requins plus résistants au froid ou des mammifères marins prédateurs, s'intensifia également. Enfin, les zones chaudes étant plus éloignées des côtes ou plus dispersées, les mégalodons ont probablement dû parcourir de plus grandes distances pour trouver la quantité de nourriture nécessaire afin de maintenir leur masse colossale. Cette logistique énergétique, déjà lourde pour un animal de cette taille, devint probablement de plus en plus contraignante dans un environnement appauvri ou fragmenté. La majorité des paléontologues s'accordent à dire que les mammifères marins, en particulier les baleines, faisaient partie intégrante du régime alimentaire du mégalodon. Les marques de dents fossilisées retrouvées sur des os de baleine confirment les activités de prédation de ce super requin dans ces zones. À mesure que le climat se transformait, de nombreuses espèces de baleines virent leurs aires de répartition déplacées ou fragmentées à la recherche de nouvelles zones de ressources et de stabilité thermique. Les baleines du genre benne, par exemple, s'adaptèrent à des habitats plus froids, probablement riches en krill et en petits poissons, tandis que d'autres populations migratoires ont pu évoluer vers des routes moins accessibles pour le mégalodon. Avec des populations de baleines en mouvement constant et, parfois, en diminution, la disponibilité de grandes proies risquait de plonger le mégalodon dans un stress alimentaire. Un individu de 15 à 18 mètres de long, dont les besoins énergétiques quotidiens devaient être très élevés, pouvait rapidement se retrouver en difficulté en devant parcourir de plus grandes distances pour trouver des proies de taille adéquate. Les périodes de jeûne s'allongeaient, augmentant la vulnérabilité des animaux aux maladies et aux blessures et limitant leur capacité reproductive. Un autre aspect de cette théorie réside dans le déclin général de la biodiversité marine à la fin du Pliocène, en partie lié au refroidissement climatique. Avec l'extinction ou la rareté de certaines espèces de baleines, toute la chaîne alimentaire fut affectée, et le mégalodon, au sommet de la pyramide, dut subir des conséquences significatives. Ainsi, cette pression sur les ressources alimentaires semble avoir été un facteur clé dans la possible disparition du plus grand requin de tous les temps. Outre la diminution des proies disponibles, le mégalodon dut sans doute faire face à de nombreux concurrents, à la fois émergents et existants. C'est à cette période critique que de nouvelles lignées de baleines prédatrices et de grandes populations de chasse commencèrent à se diversifier. Les fossiles révèlent l'existence de populations carnivores aux dents robustes capables d'attaquer de grandes proies. N'oublions pas les ancêtres lointains des orques, communément appelés orques ancestrales, qui s'ajoutèrent également à la course en tant que super-prédateurs. Le mégalodon aurait pu se sentir intimidé par ces mammifères marins qui, malgré leur taille plus modeste, chassaient en groupe ou utilisaient des stratégies de barrage. Pour un requin solitaire, attaquer un groupe structuré et coordonné représentait un risque accru d'échec ou de blessure. Une fois qu'un animal de cette taille commençait à accumuler des blessures, sa capacité de chasse diminuait encore davantage, le piégeant dans un cercle vicieux. Difficulté accrue pour trouver de la nourriture, diminution de la capacité reproductive et, finalement, déclin de la population. Durant le Miocène et le Pliocène, il est important de préciser que toutes les populations n'étaient pas des baleines pacifiques se nourrissant par filtration. La diversification des lignées de cétacés, certaines ayant des régimes très carnivores, intensifia probablement la compétition alimentaire. Les scientifiques mentionnent, par exemple, l'existence d'une famille de baleines prédatrices capables d'attaquer des proies de taille similaire à celle du mégalodon.
Le fossile d'une créature nommée Livyatan melvillei, une baleine préhistorique dotée d'une puissante mâchoire et de dents gigantesques, découvert au Pérou, illustre comment l'océan abritait d'autres grands chasseurs potentiels. Avec une longueur estimée à plus de 13 mètres et un crâne de près de 3 mètres, cette baleine pouvait rivaliser facilement avec un grand requin ou même menacer le mégalodon dans certaines conditions. Cette concurrence entraîna un partage, voire une réduction des ressources marines disponibles. Les nouveaux prédateurs, souvent plus adaptables aux variations de température ou capables de couvrir rapidement de longues distances, trouvèrent et exploitèrent d'autres niches comparativement aux mégalodons, possiblement moins versatiles. Face à la raréfaction des baleines et à l'apparition de prédateurs concurrents, les ressources alimentaires totales se firent rares dans les zones favorables aux mégalodons. On estime qu'un individu adulte devait consommer une quantité de nourriture proportionnelle à son poids colossal sur une année entière, potentiellement plusieurs tonnes de proie. Compte tenu des périodes de jeûne, lorsqu'un écosystème local subissait un choc, comme une migration massive de baleines vers des eaux plus froides ou plus riches, le mégalodon voyait son approvisionnement alimentaire diminuer presque du jour au lendemain à l'échelle géologique. Les données paléontologiques, bien qu'elles laissent parfois place à l'interprétation, soutiennent l'idée que l'adaptabilité est cruciale dans de telles circonstances. Certains prédateurs marins, comme les orques modernes, peuvent modifier leur régime alimentaire selon la saison, passant du poisson aux mammifères marins ou aux céphalopodes selon la disponibilité. En revanche, le mégalodon, spécialisé dans la capture de grandes proies, ne semblait pas aussi opportuniste. Un autre point notable dans cette compétition est la possible supériorité des mammifères marins sociaux. Les orques modernes, par exemple, sont connus pour leur comportement de chasse coopérative, leur organisation en groupe stable et leur remarquable intelligence sociale. Même à l'époque des ancêtres, ou peu avant, les ancêtres des orques devaient développer des méthodes initiales de chasse collective, leur offrant de meilleures chances de capturer de grandes proies. Pour un super prédateur solitaire comme le mégalodon, affronter un groupe était probablement bien plus dangereux que d'attaquer un individu isolé. Chaque attaque pouvait entraîner une blessure compromettant sa capacité à nager ou réduisant sa force de morsure. Si l'on considère que certaines orques ancestrales pouvaient avoir favorisé les mêmes proies que le mégalodon, on se retrouve face à un conflit direct pour la survie de ces deux entités dans un contexte de raréfaction des ressources. Cette hypothèse souligne l'avantage évolutif de la chasse collective. Les prédateurs ne peuvent pas seulement mieux protéger leurs congénères, mais aussi développer des stratégies pour repousser ou surpasser un rival. Pour illustrer la puissance du groupe, des études sur les orques actuelles montrent que les individus se coordonnent pour créer des vagues déstabilisantes lorsqu'ils chassent des pinnipèdes ou des requins. Transposées il y a plusieurs millions d'années, ces techniques de chasse en groupe faisaient du groupe de cétacés un rival redoutable pour le mégalodon solitaire. Une autre explication possible de ce déclin réside dans la diminution de la diversité génétique au sein de la population de mégalodons. Lorsqu'une espèce se spécialise trop et que son aire de répartition diminue, elle tend à se regrouper en niches isolées. Dans ces conditions, le brassage génétique diminue et, parfois, les individus se reproduisent avec des proches, ce qui augmente le risque de maladies héréditaires et limite la capacité d'adaptation aux changements environnementaux. À cela s'ajoute la pression croissante de la compétition alimentaire, la nécessité de migrer sur de plus grandes distances pour trouver des zones de reproduction ou de chasse, ainsi que les contraintes climatiques. Il semble probable que le mégalodon ait connu un goulot d'étranglement démographique. Certains paléontologues estiment également que, lorsque les espèces atteignent une taille extrême, elles ont besoin d'une plus grande distribution géographique pour maintenir une diversité génétique saine. La rareté des fossiles récents de mégalodons suggère un déclin progressif des populations, possiblement exacerbé par le manque de variabilité génétique. D'un point de vue strictement évolutif, une espèce qui a dominé les océans pendant plusieurs millions d'années aurait pu sembler invulnérable. Cependant, l'histoire naturelle regorge d'exemples emblématiques de créatures ultra spécialisées qui peinent à trouver des alternatives viables lorsque leur environnement change. Le mégalodon, malgré son statut de superprédateur, ne fait pas exception à cette règle.
Les conditions changeantes, le refroidissement, la compétition et la rareté des ressources exigent une flexibilité adaptative souvent absente chez les animaux grands et longévifs. La diminution de la diversité génétique mentionnée ci-dessus entraîne généralement une moindre résistance aux parasites, infections ou fluctuations environnementales. Dans le cas du mégalodon, les nouveaux parasites marins, l'évolution rapide des espèces concurrentes et l'apparition de maladies pouvaient être fatales, surtout si la population résiduelle était déjà affaiblie par une alimentation insuffisante. De plus, si la maturité sexuelle était retardée, entre 10 et 15 ans selon certaines estimations, et que les portées étaient limitées, le renouvellement générationnel devenait trop lent pour compenser les pertes subies. Si la taille gigantesque du mégalodon pouvait constituer un avantage durant les périodes de prospérité, offrant force et accès à de grandes proies, cette même caractéristique pouvait se transformer en désavantage lorsque les conditions se détérioraient. En biologie, on parle parfois de coût métabolique. Plus un organisme est grand, plus il a besoin de ressources pour survivre. Dans un contexte de réduction des réserves alimentaires et de distances accrues à parcourir, la taille extrême implique un risque énergétique plus élevé. La régulation thermique pour un requin de cette ampleur peut devenir plus complexe. Bien que les requins ne possèdent pas de sang chaud comme les mammifères, certains peuvent maintenir localement une température plus élevée dans leurs muscles et organes, comme c'est le cas du grand requin blanc. Pour le mégalodon, une masse corporelle importante imposait une inertie thermique qui pouvait être bénéfique dans des eaux relativement chaudes et stables, mais désavantageuse si ces eaux se refroidissaient ou se fragmentaient en secteurs non contigus. Ainsi, sa morphologie, jadis gage de succès, a pu contribuer à le piéger lors de changements environnementaux rapides ou alternés. Contrairement à l'idée d'une extinction subite, la plupart des chercheurs considèrent que l'extinction du mégalodon fut un processus s'étalant sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire davantage. À l'échelle géologique, une telle durée peut sembler brève. Mais pour un animal vivant plusieurs décennies, cela correspond à un déclin lent, génération après génération. Il n'y eut pas un seul événement catastrophique comme l'impact d'un météorite ou une grande éruption volcanique qui l'aurait éradiqué immédiatement. On peut plutôt envisager une disparition par effet domino, d'abord la régression de certaines populations dans des zones périphériques, puis un repli vers des régions centrales plus chaudes, et enfin une fragmentation en groupes de plus en plus petits jusqu'à leur disparition complète. Les archives fossiles semblent indiquer que les dents de mégalodon, autrefois présentes sur tous les continents sauf l'Antarctique, se firent rares à partir de 3,6 millions d'années pour devenir quasi inexistantes après 2,6 millions d'années. Cet intervalle étendu suggère que, localement, certaines populations ont pu survivre un peu plus longtemps dans des zones isolées, comme des reliques, avant de s'éteindre définitivement. Cette lente dégradation des populations est typique des grandes espèces marines, dont le succès dépend d'une chaîne alimentaire stable et de vastes territoires. Une fois que l'écosystème se fragmente, la résilience diminue, rendant l'extinction inévitable. La dernière partie de cette histoire concerne la preuve définitive de la disparition. Il est vrai que la nature même des requins, dont le squelette est composé de cartilage, dont la conservation est très faible, complique la collecte de preuves fossiles. La majorité des découvertes reposent sur les dents, structures minéralisées beaucoup plus résistantes. Cependant, l'absence de fossiles datant de 2,6 millions d'années constitue le meilleur argument pour affirmer que le mégalodon a disparu. Les rares dents dont on affirme parfois qu'elles sont récemment fossilisées s'avèrent, après analyse, être plus anciennes que prévu ou présenter des indices géologiques indiquant une réorganisation stratigraphique, ce qui signifie que les dents anciennes ont été déplacées dans des sédiments plus récents. En science, l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence, mais la situation semble suffisamment claire pour la communauté scientifique. Le mégalodon n'a pas peuplé nos océans depuis au moins 2,6 millions d'années. Certains mythes ou légendes urbaines suggèrent qu'il pourrait encore survivre dans des profondeurs inexplorées. Mais les conditions de vie dans ces zones abyssales, pression extrême et rareté de grandes proies, ne sont pas compatibles avec la physiologie supposée d'un prédateur aussi colossal. De plus, à l'époque moderne, aucun signalement fiable ni preuve formelle, comme un cadavre de baleine avec d'énormes marques de morsure, n'a été enregistré.